Hélène Buzetti, Chantal Hébert, Paul Journet, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Mm-hmm. Alors, vous avez, les 700 pages, c'est presque pas humain d'être passé au travers, mais il y a eu un résumé d'une 50aine de pages du rapport Galland. Je vais vous faire écouter le commissaire. Il y aura 2 extraits, puis ensuite, tour de table, M. Galland, qui donne sa principale conclusion. La commission en arrive à la conclusion que la direction de la SAC de l'époque a sciemment menti au gouvernement et aux parlementaires sur le déroulement du programme. Des gens ont délibérément menti dans toute cette affaire. Les gens ont menti, la SAC a menti. Je disais tout à l'heure avec M. Desrégis, je disais 95 % du blâme, quand on lit le rapport, va du côté de la SAC. Êtes-vous d'accord, Hélène? Oui, absolument. Il me semble, en tout cas à la lecture de ce sommaire et de quelques passages du rapport dans son ensemble, qu'il y a là une validation de ce que le gouvernement disait. Essentiellement, l'information n'a pas été donnée et quand elle a commencé à être donnée, à peu près en 2021, on nous dit « oui, mais on ne donnait pas le contexte de quelle augmentation de coûts ça représentait par rapport au passé. Donc, on ne pouvait pas vraiment savoir en tant que politicien quelle était l'évolution des coûts. » Et en 2023, quand enfin là, le tableau total a été offert aux politiciens, eh bien, le commissaire nous dit les dépassements de coûts étaient en grande partie déjà actés, c'est-à-dire que les politiciens étaient placés devant le fait accompli, ils n'y pouvaient plus rien. Alors, je pense que la CAQ doit être extrêmement soulagée aujourd'hui, mais je ne pense pas politiquement que ça va changer quoi que ce soit parce que le procès politique a déjà été fait. Le verdict a déjà été rendu et je pense qu'il se traduit par ces sondages très mauvais pour la CAQ. Et le dossier de la SAC l'explique en partie. Oui, Chantal, si tant est que c'est un bon pour M. Legault, ça arrive un peu tard, là, disons, Chantal. Oui, parce que le processus va avoir coûté plus cher que les conclusions. Je suis complètement d'accord avec Hélène. Quand on regarde les conclusions, oui, c'est pas la pire journée pour le gouvernement, mais en échange, il y a eu, et là on peut les compter, des dizaines de mauvaises journées pendant que la commission entendait les uns et les autres. C'est quand même un cas d'espèce, hein? On a vu plusieurs commissions, il y en a plusieurs dans des provinces. Je me souviens pas d'avoir vu une commission qui avait conclu au mensonge généralisé. C'est quand même grave là, ce qui s'est passé aujourd'hui. De dire que le gouvernement s'en tire pas trop mal. Il s'en tire pas trop mal parce qu'on lui a menti systématiquement et grossièrement pendant des années sur une question de dépenses de fonds publics. Et oui, un ministre, là, ça se réveille pas tous les matins en ayant effectivement tous les dossiers en se disant comment va sa clique. Mais c'est quand même spectaculaire et ça vient pas d'entrepreneurs privés, ça vient de la fonction publique québécoise aussi. Et à ce niveau-là, je pense qu'après avoir dit le gouvernement a payé le prix et aujourd'hui s'en tire mieux qu'il aurait pu l'espérer, il faut quand même constater qu'il s'est passé quelque chose de grave. Je fais du pouce sur ce que vous dites, Chantal, avant de donner la parole, Paul, la citation numéro 3. Et quand vous dites c'est grave, parce qu'effectivement, c'est des mots qu'on n'a pas souvent lus dans des rapports, les informations fallacieuses que la SAC a véhiculées ne sont pas le fruit d'erreurs d'inattention, mais le fait d'une action consciente visant à cacher le coût total du programme. Ça, Paul, pour entre autres Denis Marcellet, qui était à la tête de l'organisme à l'époque, c'est très, très dur, là. Oui, c'est accablant pour toute la société d'État et aussi pour son conseil d'administration. Puis, c'est intéressant de noter, quand on lit le rapport, c'est assez simple de voir là, que chronologiquement, le gouvernement arrive à la fin de l'histoire. On commence à en parler à partir de 2014, puis on explique toute la succession de ratés, à commencer par une décision prise en 2014 pour soustraire la SAC de certains garde-fous, de certains mécanismes de contrôle. Puis il y a des gens à la SAC qui en ont profité. Donc, c'est de façon concertée la direction des services informatiques de la SAC et puis les firmes privées qui étaient là-dedans, qui sont les principales
fautif, et le conseil d'administration qui n'a pas fait son travail. Puis à la toute fin, c'est le gouvernement dont on aurait pu espérer peut-être qu'il réussisse à détecter les informations qu'on voulait lui cacher, mais la part de blâme que vous allez décerner à quelqu'un qui n'a pas réussi à réaliser qu'on lui mentait, c'est pas la même que celui qui orchestrait le mensonge pendant autant d'années. Mais sauf que politiquement, c'est comme, il y a peut-être deux biais là-dedans. On aime les critiques du gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui sont payés pour critiquer le gouvernement. Il y a des gens qui prennent pour acquis que le gouvernement n'est pas bon. Donc, on était extrêmement sensible à cette partie-là des critiques. Puis tout ce qui se passait dans la société d'État, dans les firmes privées, ça échappe un peu au regard du public. Donc, on n'en parlait pas. Mais finalement, la commission d'enquête, elle nous montre que c'était là le cœur de l'histoire. Et c'est ça, la gifle est tellement forte d'un côté que les autres commentaires sur les agissements ou l'absence de questions du côté des ministres ou du gouvernement ressortent moins dans le rapport. Je vais entendre M. Legault qui dit, là, on va se poser la question, est-ce qu'on peut aller poursuivre les responsables de l'époque? On écoute. Jamais mon gouvernement a été au courant que le projet SACLIC était rendu à un coût total révisé de 1,1 milliard de dollars. Clairement que pendant des années, la direction de la SAAC a menti à notre gouvernement. C'est très grave. Et j'ai demandé à mon équipe, incluant l'équipe de fonctionnaires, de voir les recours judiciaires qu'on peut prendre. Il dit quelque chose d'assez clair, d'assez simple en même temps. Ça peut nous faire trembler quand on pense aux autres projets informatiques qui existent un peu partout. Il dit que c'était voué à l'échec. C'était trop gros, trop vite. Dès 2017, c'était voué à l'échec. Chantal, est-ce qu'on peut s'armer? Là, il recommande une entité spécialisée en transformation numérique au gouvernement. Est-ce qu'on peut être mieux s'armer pour faire face à ces transformations qui devront avoir lieu? Bon, deux choses. D'abord, sur les recours judiciaires, je ne suis pas convaincue, moi, que c'est devant les cours de justice plutôt que des sanctions à l'égard de gens dont les carrières devraient prendre fin demain matin ou qui devraient trouver que c'est moins intéressant ce qu'ils font dans la vie, que ça devrait se passer. Parce que la façon de changer la culture de la fonction publique, c'est pas nécessairement d'aller dans une cour de justice contre un ou deux ou trois individus. Mais sur le fond, Hélène connaît le problème. On vit là-dedans. Les gouvernements ne s'en tirent pas bien dans ces expériences-là. Et il y en a sans doute d'autres qui s'en viennent à Ottawa ou ailleurs. Avant de créer des agences, ce serait peut-être une bonne idée de prendre, je ne sais pas moi, 1 mois, 2 mois, 3 mois, pour trouver des exemples au Canada de transitions informatiques qui ont fonctionné. Oui. Puis d'aller chercher le modèle, plutôt que de réinventer la roue et de recréer une structure. Il doit y en avoir. Il y en a certainement qui ont fonctionné, mais il serait peut-être de s'inspirer, ben oui, d'aller chercher ce qu'on appelle en anglais « best practices », ça doit exister. Parce que cette idée, Hélène et Paul, d'avoir une entité spécialisée en transformation numérique où il y aurait des experts, c'est d'une telle complexité aujourd'hui, ce qu'on demande aux entreprises, ce que les entreprises privées implantent et proposent, que d'avoir des gens qui peuvent comprendre et suivre. Est-ce que c'est pas illusoire, Hélène? Est-ce que c'est pas justement en ayant des meilleurs contrats, un meilleur processus de suivi, tout simplement, Hélène? Bien, écoutez, moi, ça fait quelque temps que je dis que le gouvernement devrait se doter de tels pouvoirs. Fait que je n'irai pas dire à M. Caron qu'il se trompe. Il y a, me semble-t-il, de la part de notre État, un manque de compétences de manière générale par rapport à l'informatique, alors que c'est au cœur des activités gouvernementales. Tel manque de compétences faisant en sorte qu'on est complètement dépendant du secteur privé qui peut peut-être nous en passer des petites vites, comme on le voit ici. Ce qui est intéressant, par exemple, là, sans rentrer dans le détail, c'est l'idée, c'est qu'on est allé vers un progiciel, puis là, bon, il y a déjà une formule qui existe, puis là, on l'adapte aux besoins spécifiques du client, dans ce cas-ci, le gouvernement. Mais là, on découvre que, d'habitude, quand on fait ça, il faut qu'il y ait un taux d'arrimage d'au moins 80 % parce que si c'est plus bas que ça va coûter trop cher d'adaptation du logiciel déjà existant, on va se faire avoir.
C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas qui nous occupe. Et on est quand même allé de l'avant, alors qu'on savait qu'il y avait à peu près 50 du programme qui n'était pas bon. Donc, il faut aller chercher ces compétences pour être plus critique envers ce que nous propose le secteur privé. Faut les payer. D'ailleurs, ils recommandent ça, je crois, Paul, qu'il faut mieux payer. Si on veut attirer des gens qui comprennent, il faut mieux les payer. Oui, puis ça, on s'en sort pas, puis c'est le cœur de l'affaire. Moi, je me souviens, je pense en 2010 ou 2011, il y avait des conférences de presse qui étaient données par le syndicat des professionnels du gouvernement qui sonnaient l'alarme en disant « l'État n'a pas les compétences requises pour faire le suivi des contrats informatiques. Il manque de gens. Ceux qu'on a, on n'est pas capable de les payer suffisamment. » Et souvent, on a des situations absurdes qui surviennent où une personne, un fonctionnaire, prend une sabbatique, puis pendant sa sabbatique, il s'en va travailler au privé. Il est payé pas mal plus cher, puis il travaille avec ses collègues du public. Et on disait que c'est le privé qui définit les besoins et qui oriente les appels d'offres. Et surprise, les appels d'offres sont à son goût. Et ces problèmes-là n'ont pas disparu. En 2015, tous les partis étaient d'accord pour déclencher une commission d'enquête sur la gestion des contrats informatiques. On a attendu 10 ans, puis elle a fini par porter plus spécifiquement sur le cas de Saclic et de CASA. Mais ces problèmes-là ont toujours existé parce que c'est pas facile quand vous êtes au Trésor, quand vous gérez les dépenses de l'État, d'accorder des hausses salariales spécifiques à certaines fonctions, puis à pas les donner à d'autres professionnels. Donc, on est encore pris avec les mêmes problèmes. Puis si on ajoute les processus dont parle M. Galante, ça pourrait aider, mais ça ne va pas engager des gens. Oui. Et d'ailleurs, on a gelé certains contrats. Oui, Hélène, rapidement. J'allais juste dire rapidement, à Ottawa, il y a un programme un peu bizarre, mais qui permet l'échange de savoir-faire du privé vers le public. Donc, des employés du privé qui sont prêtés à la fonction publique pour faire un échange de compétences. Ça soulève des questions éthiques, mais ça fait longtemps que ça existe, mais peut-être qu'on peut imaginer une formule du genre. Ben oui. Et M. Carney, je pense, a encouragé beaucoup de gens du privé à venir et bien, mais il faut trouver des façons de le... OK. M. Milliard, qui a fait son entrée hier comme nouveau chef Rassemblement à Trois-Rivières, il y avait quelques centaines de libéraux sur place. Discours, on va vous faire entendre 2 extraits, si vous le voulez bien, nationaliste et intégrité, puis on vient tout de suite. Je suis nationaliste, je suis régionaliste, je suis fédéraliste et non, ce n'est pas contradictoire. C'est plutôt en fait la combinaison qui permet au Québec de rester fort, de se respecter et de se faire respecter. Désormais, sous mon leadership, intégrité, transparence, imputabilité seront les mots d'ordre parce qu'un parti qui veut gouverner se doit d'être irréprochable parce que la confiance, ça se demande pas, ça se mérite. Alors, Paul Journet, comment vous avez trouvé le lancement de M. Milliard comme nouveau chef? C'était bien, mais il manque de détails encore. On peut y aller point par point. Dire qu'il est nationaliste, là, c'est comme si vous voulez être premier ministre du Canada puis vous dites que vous aimez le Canada. Tout le monde dit qu'il est nationaliste au Québec, mais ça veut dire quoi concrètement? Par exemple, la loi 21, est-ce qu'il l'invalide? Est-ce qu'il retire la clause dérogatoire? Est-ce qu'il ne fait que ne pas la renouveler? Il veut protéger le français, ça veut dire quoi? Aussi, il a dit que les vaches sacrées, c'est l'éducation puis la santé. Il veut les protéger, il veut protéger les services publics tout en retrouvant l'équilibre budgétaire. C'est très général. C'est très général. Comment vous faites pour équilibrer le budget si vous ne voulez pas toucher à peu près 70 des dépenses? On pourrait décliner comme ça, mais tout ça pour dire qu'il aura le temps, pas beaucoup, mais un peu, pour préciser ses idées, parce que si on en reste à ce niveau de généralité, je ne suis pas sûr que c'est ça qui va attirer l'attention, ce qu'il doit faire en ce moment. Chantal et Hélène, son premier défi, c'est son taux de notoriété. Là. Il n'est pas connu, Chantal. Ben oui, peut-être, mais son plus gros défi, selon moi, c'est d'arriver avec au moins 1 ou 2 idées originales. Parce que pour se faire connaître, il ne se fera pas connaître parce qu'il paraît bien et qu'il s'exprime bien. Et pour que les gens commencent à le regarder, il faut qu'il y ait quelque chose à dire. Et encore une fois, je remarque que la recette qui a fonctionné en Ontario, et on n'est pas si différent, c'est-à-dire on vit dans un contexte complètement différent de ce qui était le cas dans le passé. Le Parti libéral du Québec pourrait le récupérer parce que c'est quand même un contexte qui se récupère
et se donner une mission que les gens peuvent identifier. Je vous dirais qu'à l'extérieur, des gens comme nous là, qui parlent de ça, je suis pas convaincu, moi, qu'il y a beaucoup de monde hier, dans le creux d'un dimanche, a remarqué que le Parti libéral du Québec avait enfin un chef où s'est dit quelle joie que ce soit arrivé, parce que dans le moment, c'est extraordinairement banal. Et en plus, c'est comme si les libéraux étaient pris avec une espèce de malchance généralisée. Il y a des... Tu sais, la date, je ne sais pas quand ils ont choisi la date, des Olympiques. Puis comme vous dites, Chantal, à la télévision, ceux qui regardaient la télévision hier, ceux qui n'étaient pas dehors, c'était beaucoup plus les Olympiques, malheureusement pour M. Milliard, que ce discours. Mais bon, Hélène, il arrive, défi... Là, on lui a beaucoup posé Marois Risky. Est-ce que, parlez-moi de ça, est-ce que c'est un premier vrai défi pour lui, réintégration ou pas de Marois Risky? Comment voyez les prochaines semaines? Là? Bien, ça représente un défi plus général parce que lui aussi, comme Pablo Rodriguez, est un chef de l'extérieur qui n'a pas de siège à l'Assemblée nationale. Puis en plus, il n'arrive pas de la sphère politique. Donc, il y a un défi de connexion, de greffe qu'il doit prendre. Les enjeux de dépenses entourant M. Rodriguez, à savoir comment on gère les dépenses des employés qui l'accompagneront, comment on fait payer ça ou pas par l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est ce qui est à l'origine là, de toute la saga d'avant Noël. Eh bien, ces questions-là vont se poser encore. Alors, c'est plus largement un test pour voir s'il est capable d'être à l'écoute de son caucus, s'il est capable de trouver un compromis. C'est ça, à mon avis, son défi. Mais oui, il est une page blanche pour l'instant. M. Milliard, 65% à peu près des gens ne le connaissent pas. C'est un avantage parce que vous pouvez écrire votre propre histoire sur une page blanche, mais c'est aussi un désavantage. Vos adversaires peuvent décider de l'écrire pour vous. Et je reviens à ce que Paul disait tout à l'heure. Il y a beaucoup de flou par rapport aux promesses de M. Milliard et je ne suis pas certaine qu'il va pouvoir maintenir ça longtemps avant qu'on se mette à écrire les réponses à sa place. Et il faudra voir qui sera à la CAQ finalement, si c'est Mme Fréchette qui l'emporte. Là, c'est de voir comment ces deux-là vont arriver à être capables de se démarquer, Paul aussi, face au Parti québécois, là. Oui, puis aussi essayer d'asseoir leur autorité. Je vous donne un exemple. Désolé, je vais vous parler du troisième lien. Je vais essayer de faire ça court. Mais ça fait au moins 2 ans que le Parti libéral dit que c'est un faux projet qui ne sera jamais réalisé. Arrêtez de nous en parler. Ça n'existe pas, le troisième lien. C'est une chimère. Et M. Milliard arrive et il dit, tiens, un troisième lien, ça serait une bonne idée. Donc, imaginez un député libéral qui va tout à coup devoir dire devant les caméras, bien, finalement, le troisième lien qui se fera jamais, on n'est pas contre, comme le dit mon chef. Ben, oui, Chantal. Il pourrait en parler à Stephen Guilbeault sur la taxe carbone. Okay, et inversement, avec Mme Fréchette peut-être à la CAQ, eh bien, tout le monde va à la CAQ devra se ravaler. Alors, c'est comme si les rôles seront inversés. Ça sera très drôle. Très bien. Hélène, Chantal, Paul, à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir.